Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, écoutez les morts avec les yeux. Escuchar a los muertos con los ojos. Ce vers de Quevedo me vient à l'esprit au moment d'inaugurer un enseignement consacré au rôle de l'écrit dans les cultures européennes entre la fin du Moyen-Âge et notre présent. Pour la première fois dans l'histoire du Collège de France, une chaire est vouée à l'étude des pratiques de l'écrit, non pas dans les mondes anciens ou médiévaux, mais dans le temps long d'une modernité qui peut-être se défait sous nos yeux. Un tel enseignement aurait été impossible sans les travaux de tous ceux qui ont profondément transformé les disciplines qui en sont le socle, l'histoire du livre, l'histoire des textes, l'histoire de la culture écrite. C'est en rappelant ma dette envers deux d'entre eux, aujourd'hui disparus, que je voudrais commencer cette leçon. Il est peu d'historiens dont le nom soit attaché à l'invention d'une discipline. Henri-Jean Martin, décédé en janvier de cette année, est de ceux-là. L'ouvrage qu'il rédigea à l'initiative de Lucien Febvre et qui fut publié en 1958 sous le titre « L'apparition du livre » est tenu à juste titre comme fondateur de l'histoire du livre ou du moins d'une nouvelle histoire du livre. Comme l'écrivit Lucien Febvre, il faisait descendre les textes du ciel sur la terre en étudiant avec rigueur les conditions techniques et légales de leur publication, les conjonctures de leur production, la géographie de leur circulation. Dans les travaux qui suivirent, Henri-Jean Martin n'eut de cesse d'élargir le questionnaire, déplaça son attention sur les métiers et les milieux du livre, les mutations des mises en page et des mises en texte, et finalement les modalités successives de la lisibilité. J'ai été son disciple sans être son élève. J'aurais aimé pouvoir lui dire ce soir ce que je lui dois, et aussi l'heureux souvenir des entreprises intellectuelles menées avec lui. Il est une autre absence, une autre voix qu'il nous faut écouter avec les yeux, celle de Don Mackenzie. Il était un savant qui vivait entre deux mondes, Aotearoa, cette Nouvelle-Zélande où il était né, où il fut un inlassable défenseur des droits du peuple maori, et Oxford, qui lui confia la chaire de Textual Criticism. Praticien expert des techniques érudites de la nouvelle bibliographie, il nous a appris à en dépasser les limites, en montrant que le sens d'un texte, quel qu'il soit, canonique ou sans qualité, dépend des formes qui le donnent à lire, des dispositifs propres à la matérialité de l'écrit. Ainsi, par exemple, pour les objets imprimés, le format du livre, la construction de la page, le découpage du texte, la présence ou non des images, les conventions typographiques et la ponctuation. En fondant sa sociologie des textes sur l'étude de leur forme matérielle, Don Mackenzie ne s'éloignait pas des significations intellectuelles ou esthétiques des œuvres, tout au contraire. Et c'est dans la perspective qu'il a ouverte que je situerai un enseignement qui entend ne jamais séparer la compréhension historique des écrits de la description morphologique des objets qui les portent. À ces deux œuvres, sans lesquelles cette chaire n'aurait pu être conçue, il m'en faut ajouter une troisième, celle d'Armando Petrucci, malheureusement retenue à Pise aujourd'hui. En portant attention aux pratiques qui produisent ou mobilisent l'écrit, en bousculant les cloisonnements classiques entre le manuscrit et l'imprimé, entre la pierre et la page, entre les écrits ordinaires et les écritures littéraires, son travail a profondément transformé notre compréhension des cultures écrites qui se sont succédées dans la longue durée de l'histoire occidentale. Organisé à partir de l'inégale maîtrise de l'écrit et des possibilités multiples offertes par la culture graphique d'un temps, le travail d'Armando Petrucci est un exemple magnifique du lien nécessaire entre une érudition scrupuleuse et la plus inventive des histoires sociales. Nous voudrions en retenir ici la leçon fondamentale qui est de toujours associer, dans une même analyse, les rôles attribués à l'écrit, les formes et les supports de l'écriture et les manières de lire. Henri-Jean Martin, Don Mackenzie, Armando Petrucci, chacun d'eux aurait pu ou aurait dû être à la place que j'occupe devant vous. Les conjonctures ou les hasards intellectuels ne l'ont pas voulu. Mais leurs œuvres, construites à partir d'horizons très différents, l'histoire du livre, la bibliographie matérielle, la paléographie, seront présentes dans chaque moment de l'enseignement que je commence aujourd'hui.
En suivant leurs pas, je m'efforcerai de comprendre quelle place a tenu l'écrit dans la production des savoirs, dans l'échange des émotions et des sentiments, dans les relations que les hommes ont entretenues les uns avec les autres, avec eux-mêmes ou avec le sacré. La tâche est sans doute urgente aujourd'hui, en un temps où se trouvent profondément bouleversées les pratiques de l'écrit. Les mutations de notre présent transforment tout à la fois les supports de l'écriture, la technique de sa reproduction et de sa dissémination et les façons de lire. Une telle simultanéité est inédite dans l'histoire de l'humanité. L'invention de l'imprimerie n'a pas modifié les structures fondamentales du livre, composées après comme avant Gutenberg de cahiers, de feuillets, de pages réunies dans un même objet. Au premier siècle de l'ère chrétienne, cette forme nouvelle du livre, celle du codex, s'imposa aux dépens du rouleau, mais elle ne fut pas accompagnée par une transformation de la technique de reproduction des textes, toujours assurée par la copie manuscrite. Et si la lecture a connu plusieurs révolutions, repérées ou discutées par les historiens, celles-ci advinrent durant la longue durée du codex. Ainsi, les conquêtes médiévales de la lecture silencieuse et visuelle, la rage de lire qui saisit le temps des Lumières, ou, à partir du XIXe siècle, l'entrée en lecture de nouveaux venus, les milieux populaires, les femmes et, dans ou hors l'école, les enfants. En brisant le lien ancien noué entre les textes et les objets, entre les discours et leur matérialité, la révolution numérique oblige à une radicale révision des gestes et des notions que nous associons à l'écrit. Malgré les inerties du vocabulaire qui tentent d'apprivoiser la nouveauté en la désignant avec des mots familiers, les fragments de texte qui apparaissent sur l'écran ne sont pas des pages, mais des compositions singulières et éphémères. Et contrairement à ses prédécesseurs, le rouleau ou le codex, le livre électronique ne se différencie plus par l'évidence de sa forme matérielle des autres productions de l'écrit. La discontinuité existe même dans les apparentes continuités. La lecture face à l'écran est une lecture discontinue, segmentée, attachée aux fragments plus qu'à la totalité. N'est-elle pas, de ce fait, l'héritière directe des pratiques permises et suscitées par le codex? Celui-ci invite en effet à feuilleter les textes en prenant appui sur leurs index ou bien à saut et gambade, comme disait Montaigne. Le codex invite également à comparer différents passages, comme le voulait la lecture typologique de la Bible, ou à extraire et copier citations et sentences, ainsi que l'exigeait la technique humaniste des lieux communs. Toutefois, la similitude morphologique ne doit pas faire illusion. La discontinuité et la fragmentation de la lecture n'ont pas du tout le même sens lorsqu'elles sont accompagnées par la possible perception de la totalité textuelle enserrée dans l'objet écrit, et lorsque la surface lumineuse qui donne à lire les fragments d'écrit ne rend plus immédiatement visible ni les limites, ni la cohérence du corpus dont ils sont des extraits. Les interrogations du présent trouvent leur raison dans ces ruptures décisives. Comment maintenir, par exemple, le concept de propriété littéraire, défini depuis le XVIIIe siècle à partir d'une identité perpétuée des œuvres, reconnaissables quelle que soit la forme de leur publication, dans un monde où les textes sont mobiles, malléables, ouverts, où chacun peut, comme le dirait Michel Foucault au moment de commencer, je cite, « enchaîner, poursuivre la phrase, se loger sans qu'on y prenne bien garde dans ses interstices ». Comment reconnaître un ordre des discours qui fut toujours un ordre des livres, ou, pour mieux dire, un ordre de l'écrit associant étroitement autorité de savoir et forme de publication, lorsque les possibilités techniques permettent, sans contrôle ni délai, la mise en circulation universelle des opinions et des connaissances, mais aussi des erreurs et des falsifications. Comment préserver des manières de lire qui construisent la signification à partir de la coexistence des textes dans un même objet, un livre, une revue, un journal, alors que le nouveau mode de conservation et de transmission des écrits impose à la lecture une logique analytique et encyclopédique où chaque texte n'a d'autre contexte que celui qui lui vient de son appartenance à une même rubrique. Le rêve de la bibliothèque universelle paraît aujourd'hui plus proche de devenir réalité qu'il ne le fut jamais, même dans l'Alexandrie des Ptolémées. La conversion numérique des collections existantes promet la constitution d'une bibliothèque sans mur, où pourraient être accessibles tous les ouvrages qui furent un jour publiés, tous les écrits qui constituent le patrimoine de l'humanité. L'ambition est magnifique, et comme écrit Borges,
quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Mais la seconde est sans doute une interrogation sur ce qu'implique cette violence faite au texte, donnée à lire dans des formes qui ne sont plus celles où les rencontrèrent leurs lecteurs du passé. Une telle mue n'est pas sans précédent, pourra-t-on dire, et c'est dans des livres qui n'étaient plus les rouleaux de leur première circulation que les lecteurs médiévaux et modernes s'approprièrent les œuvres antiques, ou du moins celles qu'ils ont pu ou voulu copier. Sans doute. Mais pour comprendre les significations que les lecteurs ont données aux textes dont ils se sont emparés, il est absolument nécessaire de protéger, conserver et comprendre les objets écrits qui les ont portés. Le bonheur extravagant suscité par la bibliothèque universelle pourrait devenir une impuissante amertume s'il devait se traduire par la relégation, ou pire, la destruction des objets imprimés qui ont nourri au fil des temps les pensées et les rêves de ceux et celles qui les ont lus. La menace n'est pas universelle et les incunables n'ont rien à redouter, mais il n'en va pas de même pour de plus humbles et plus récentes publications, périodiques ou non. Ces questions ont déjà été battues et rebattues par les innombrables discours qui tentent de conjurer par leur abondance même la disparition annoncée du livre, de l'écrit et de la lecture. À l'émerveillement devant les promesses inouïes des navigations entre les archipels des textes numériques a été opposée la nostalgie pour un monde de l'écrit que nous aurions déjà perdu. Mais faut-il vraiment choisir entre enthousiasme et déploration? Pour mieux situer grandeurs et misères des mutations du présent, peut-être est-il utile de convoquer la seule compétence dont peuvent se targuer les historiens. Ils ont toujours été de pitoyables prophètes, mais parfois, en rappelant que le présent est fait de passés sédimentés et enchevêtrés, ils ont pu contribuer à un diagnostic plus lucide sur les nouveautés qui séduisaient ou effrayaient leurs contemporains. C'est cette audacieuse certitude qui me donne courage à l'orée de cet enseignement. C'est elle qui habitait Lucien Febvre lorsque, dans une Europe encore blessée par la guerre, il prononça en 1933 la leçon inaugurale de la chaire « Histoire de la civilisation moderne ». Son vibrant plaidoyer pour une histoire capable de construire problèmes et hypothèses n'était pas séparé de l'idée selon laquelle l'histoire, comme toute science, je le cite, ne se fait point dans une tour d'ivoire. Elle se fait à même la vie et par des vivants qui baignent dans le siècle. 17 ans plus tard, en 1950, Fernand Braudel, qui lui succédait dans la même chaire, insistait plus encore sur les responsabilités de l'histoire dans un monde une seconde fois bouleversé et privé des certitudes péniblement reconstruites. Pour lui, c'est en distinguant les temporalités articulées qui caractérisent chaque société qu'il devenait possible d'entendre le permanent dialogue instauré entre la longue durée et l'événement, ou selon ses propres termes, entre les phénomènes situés hors de l'atteinte et de la morsure du temps, et d'autre part, les profondes cassures au-delà desquelles tout change de la vie des hommes. Si j'ai cité ces deux exemples intimidants, c'est sans doute parce que les propositions de ces géants généreux peuvent encore guider le travail d'un historien. Mais c'est aussi pour prendre mesure de la distance qui nous sépare d'eux. Notre obligation n'est plus de reconstruire l'histoire, comme l'exigeait un monde 2 fois en ruine, mais de mieux comprendre et accepter que les historiens n'ont plus aujourd'hui le monopole des représentations du passé. Les insurrections de la mémoire, tout comme les séductions de la fiction, leur font de rude concurrence. Au demeurant, la situation n'est pas nouvelle. Les 10 pièces historiques composées par Shakespeare et réunies dans le folio de 1623 sous la rubrique des Histories, peu conforme à la poétique aristotélicienne, ont sans aucun doute façonné une histoire de l'Angleterre plus forte, plus vive que celle racontée par les chroniques dont s'est inspiré le dramaturge. Le dictionnaire de Furetière enregistre cette proximité à sa façon lorsqu'en 1690, il désigne l'histoire comme, je cite, « la narration des choses ou des actions comme elles se sont passées ou comme elles se pouvaient passer ». Le roman historique, qui a fait bon profit d'une telle définition, assume dans notre présent la construction des passés imaginés avec une énergie aussi puissante que celle qui habitait les œuvres de théâtre au temps de Shakespeare ou de Lope de Vega. Les revendications de la mémoire, individuelle ou collective, éprouvées ou institutionnalisées, ont elles aussi mis à mal les prétentions du savoir historique, jugé froid et inerte, à l'aune de la relation vive
qui fait reconnaître le passé dans l'immédiateté de la réminiscence. Comme l'a magnifiquement montré Paul Ricoeur, l'histoire n'a pas la partie facile lorsque la mémoire prend en charge la représentation du passé et oppose la force et l'autorité du souvenir au malaise dans l'historiographie, selon une expression qu'il emprunte à Joseph Yerushalmi. L'histoire doit respecter les exigences de la mémoire, nécessaires pour guérir les infinies blessures, mais dans le même temps, elle doit réaffirmer la spécificité du régime de connaissance qui est le sien. Il suppose l'exercice de la critique, la confrontation entre les raisons des acteurs et les contraintes qu'ils ignorent, et la production d'un savoir que permettent des opérations contrôlées par une communauté scientifique. C'est en marquant sa différence par rapport à de puissants discours, fictionnels ou mémoriels, qui eux aussi donnent présence à ce qui n'est plus, que l'histoire est à même d'assumer sa responsabilité propre, rendre intelligibles les héritages accumulés et les discontinuités fondatrices qui nous ont fait ce que nous sommes. Il n'est peut-être pas sans paradoxe d'évoquer au commencement d'un enseignement d'historien consacré à l'écrit une leçon inaugurale, celle de Lucien Febvre, dont le propos était justement de libérer l'histoire de la tyrannie des textes et du lien exclusif qui la liait à l'écriture. Aurions-nous oublié les mises en garde du maître, parti en guerre contre une pauvre histoire de textuaire, le mot est de lui. J'espère qu'il n'en est rien, et d'abord parce qu'il s'agira pour moi de toujours lier l'étude des textes, quels qu'ils soient, avec celle des formes qui leur confèrent leur existence et celle des appropriations qui les investissent de sens. Febvre se moquait de ces historiens dont, je le cite, « les paysans, en fait de terre grasse, semblaient ne labourer que de vieux cartulaires. Ne faisons pas la même erreur en oubliant que l'écrit est transmis à ses lecteurs ou ses auditeurs par des objets ou des voix dont il faut comprendre les logiques matérielles et pratiques. C'est là le propos même de cette chaire dont il me faut maintenant justifier l'intitulé. Les limites de ma compétence, ou plutôt les immenses étendues de mes incompétences, définissent son espace géographique, l'Europe. Mais traiter de l'Europe, principalement occidentale, n'interdit pas les comparaisons avec d'autres civilisations qui, elles aussi, ont manié l'écrit et qui, pour certaines d'entre elles, ont connu l'imprimerie. Il n'est pas d'institution plus favorable pour une telle approche que cette maison qui rassemble des savants que, généralement, séparent les institutions. Europe donc, mais moderne. Oserais-je dire que l'ambiguïté du terme me sert. Dans le jargon des historiens, moderne s'applique à 3 siècles largement taillés. Ils vont du XVe siècle, faut-il dire à partir de la découverte de l'Amérique, de la chute de Constantinople, de l'invention de l'imprimerie, jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle, dont la plus importante est évidemment la française, tenue pour un achèvement ou un avènement. Mes cours s'inscriront dans cette première modernité, décisive pour l'évolution des sociétés occidentales et dont l'étude n'a jamais été interrompue ici, depuis la création de la chaire, occupée par Lucien Febvre puis Fernand Braudel, jusqu'aux enseignements d'Emmanuel Leroy-Ladurie, de Jean Delumeau et de Daniel Roche, qui fut le maître auprès duquel j'ai appris le métier d'historien, comme le faisaient les apprentis dans les ateliers anciens. Mais moderne, pour nous qui croyons ou voulons toujours l'être, est aussi une manière de désigner le temps qui est le nôtre. Cette acception me convient également, puisqu'elle renvoie au projet fondamental qui sous-tend cet enseignement, repérer les durées sédimentées de la culture écrite pour comprendre plus justement les mutations qui l'affectent dans le présent. À partir du XVe siècle, et sans doute avant, le recours à l'écrit a joué un rôle essentiel dans plusieurs évolutions majeures des sociétés occidentales. La première est la construction de l'État, de justice et de finances, qui a supposé la création des bureaucraties, la constitution d'archives, la communication administrative et diplomatique. Il est vrai que les pouvoirs se méfièrent de l'écrit et que de diverses manières, ils s'efforcèrent de le censurer, de le contrôler. Mais il est vrai aussi qu'ils ont appuyé de plus en plus le gouvernement des territoires et des peuples sur la correspondance publique, l'enregistrement écrit, l'ostentation épigraphique et la propagande imprimée. Les exigences nouvelles des procédures judiciaires, la gestion des corps et des communautés ou l'administration de la preuve multiplièrent ainsi les usages et les obligations d'écriture. Le lien noué entre expérience religieuse et usage de l'écrit constitue un autre phénomène essentiel. Nombreuses sont les traces laissées par les écritures inspirées, autobiographies spirituelles et examens de conscience, visions et prophéties,
voyages mystiques et récits de pèlerinage, prières et conjurations. En terre catholique, mais pas seulement, ces témoignages de la foi ne sont pas sans inquiéter les autorités ecclésiastiques qui tentent de les contenir ou, lorsqu'il leur semble excéder les bornes de l'orthodoxie, de les interdire, voire de les détruire. Enfin, au cours du XVIIIe siècle, ce sont les correspondances, les lectures et les conversations lettrées qui ont fondé l'émergence d'une sphère publique, d'abord esthétique, puis politique, où furent mises en discussion et soumises à examen toutes les autorités, celles des doctes, celles des clercs, celles des princes. Dans Qu'est-ce que les Lumières ? C'est sur la confrontation des opinions raisonnées et des propositions de réforme permises par la circulation de l'écrit que Kant bâtit le projet et la promesse d'une société éclairée où chacun, sans distinction d'état ou de condition, pourra tour à tour être lecteur et auteur, savant et critique. Dessinées à trop gros traits, ces évolutions ne vont pas du même pas dans toute l'Europe et n'impliquent pas également la cour et la ville, les lettrés et le populaire, ou comme on aurait dit dans le siècle d'or espagnol, le discreto et le vulgo. De là sans doute l'imprudence dangereuse qui m'a fait désigner dans l'intitulé de cette chaire, par le terme de culture au pluriel, cette fragmentation sociale dans laquelle très diversement et très inégalement pénètrent les usages de l'écrit et la capacité à le maîtriser ou le produire. Dans la prolifération des acceptions du mot culture, j'en retiens une, toute provisoire, celle qui articule les productions symboliques et les expériences esthétiques soustraites aux urgences du quotidien avec les langages, les rituels, les conduites, grâce auxquelles une communauté vit et réfléchit son rapport au monde, aux autres et à elle-même. Ainsi circonscrit, ce programme d'enseignement et de recherche sera organisé à partir d'une série de questions léguées par d'imposants prédécesseurs. Commençons par la plus simple. Qu'est-ce qu'un livre ? En 1796, Kant formule l'interrogation dans la doctrine du droit de la métaphysique des mœurs. Il établit une distinction fondamentale entre le livre comme opus mechanicum, comme objet matériel, qui appartient à son acquéreur, et le livre comme discours, discours adressé à un public, qui demeure la propriété de son auteur et qui ne peut être mis en circulation que par ceux qui en sont les mandataires. Mobilisé pour dénoncer l'illégalité des contrefaçons dans l'Allemagne du temps, ce constat quant à la double nature du livre, matérielle et discursive, offre un solide point d'appui pour plusieurs enquêtes. Les unes, généalogiques et rétrospectives, s'attacheront à l'histoire longue des métaphores du livre, moins celles qui désignent le corps humain, la nature ou le destin comme un livre, Curtius a presque tout dit à leur propos, que celles qui tiennent le livre comme une créature humaine dotée d'une âme et d'un corps. Dans l'Espagne du siècle d'or, la métaphore porte pour des fins très diverses deux figures en miroir. La figure de Dieu imprimeur, qui a mis son image sur la presse pour que, comme l'écrit l'avocat Melchor de Cabrera en 1675, la copie soit conforme à la forme qu'elle devait avoir. Et la figure inverse, celle de l'imprimeur démiurge, qui donne à l'âme de sa créature la forme corporelle qui lui convient. D'autres enquêtes, fondées sur la distinction de Kant, descendront le cours du temps à partir du paradoxe fondateur de la propriété littéraire, formulé de diverses manières au cours du XVIIIe siècle. En effet, c'est seulement lorsque les œuvres écrites furent détachées de toute matérialité particulière que les compositions littéraires purent être considérées comme des biens immobiliers. De là, l'oxymore qui fait désigner le texte comme une chose immatérielle. De là, la séparation fondamentale entre l'identité essentielle de l'œuvre et la pluralité indéfinie de ses états, ou pour employer le vocabulaire de la bibliographie matérielle, entre substantives and accidentals, entre le texte idéal et transcendant et les formes multiples de sa publication. De là, enfin, les hésitations historiques qui nous conduisent jusqu'au présent quant aux justifications intellectuelles et aux critères de définition de la propriété littéraire, qui supposent qu'une œuvre puisse être reconnue comme toujours identique à elle-même, quel que soit le mode de sa publication et de sa transmission. C'est ce fondement de la propriété, imprescriptible mais transmissible, des écrivains sur leurs textes que Blackstone situait dans la singularité du langage et du style, Diderot dans les sentiments du cœur et Fichte dans la forme toujours unique avec laquelle un auteur lie les idées les unes avec les autres. Dans tous les cas, une relation originaire et indestructible est supposée entre l'œuvre et son auteur. Or, un tel lien n'est ni universel ni immédiat.
car si tous les textes ont bien été écrits ou prononcés par quelqu'un, tous ne sont pas pour autant assignés à un nom propre. Le constat fondait la question posée par Foucault en 1969 et reprise ici dans l'ordre du discours. Qu'est-ce qu'un auteur ? Sa réponse, qui considérait l'auteur comme l'un des dispositifs visant à maîtriser l'inquiétante prolifération des discours, n'épuise pas, me semble-t-il, la force heuristique de l'interrogation. Celle-ci oblige à nous départir de la tentation qui tient implicitement et indûment pour universelles des catégories dont la formulation ou l'emploi sont historiquement fort variables. 2 recherches pourraient le montrer. La première sera consacrée à l'écriture en collaboration, en particulier dans le cas des œuvres théâtrales des XVIe et XVIIe siècles, et contrastera la fréquence de cette pratique avec la logique de la publication imprimée, qui préfère l'anonymat ou le nom unique sur la page de titre, et avec celle, littéraire et sociale, qui fait réunir dans un seul ouvrage les textes d'un même écrivain, parfois accompagnés de sa biographie, ainsi celle de Shakespeare dans l'édition de Rowe en 1709, ou celle de Cervantes par Mayans y Giscard dans l'édition londonienne, mais en castillan, de Don Quichotte, publiée par Thomson en 1738. À la construction de l'auteur, à partir du rassemblement, on pourrait même dire de la reliure de ces œuvres, ou du moins de certaines d'entre elles, dans un même volume ou un même corpus, s'oppose le processus inverse qui disperse les œuvres sous forme de citations et d'extraits. Ainsi, dans les recueils de lieux communs à leur naissance, dans les esprits qui, au XVIIIe siècle, distillent les textes comme des parfums, ou dans les morceaux choisis qui ont charpenté les pédagogies scolaires. La seconde recherche s'attachera au conflit noué autour du nom propre et de la paternité des œuvres en un temps, celui d'avant la propriété littéraire, un temps où les histoires appartiennent à tout le monde, où les florilèges de lieux communs font circuler des exemples prêts au réemploi, et où le délit de plagiat n'est pas juridiquement constitué, à la différence du délit de contrefaçon, défini comme la violation d'un privilège de librairie ou, si on est à Londres, d'un writing copy. Dès lors, comment comprendre les polémiques à propos des continuations apocryphes, pensons à celle de Don Quichotte par le méchant Avellaneda, ou les plaintes contre les usurpations de l'identité d'auteurs fameux afin de faire vendre des œuvres écrites par d'autres, ce dont se lamente Lope de Vega lorsqu'il voit son nom utilisé par des éditeurs qui publient des comédias qui ne sont pas de lui et qu'il juge détestables, ou encore les condamnations des vols de textes, vols de pièces de théâtre, vols de sermons, appuyés sur les techniques de la mémoire et, en Angleterre au moins, sur l'une ou l'autre des méthodes sténographiques en circulation depuis la fin du XVIe siècle. Répondre à de telles questions suppose à l'évidence de croiser les principes qui, diversement selon les époques, régissent l'ordre du discours, avec les règlements et les conventions qui, tout aussi diversement, gouvernent l'ordre des livres, ou plus généralement le régime de la publication de l'écrit. Ainsi, pourraient être tracées les limites entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas dans une situation historique où la propriété des œuvres n'était pas d'abord celle de leur auteur et où l'originalité n'était pas le critère premier qui commandait leur composition ou leur appréciation. Réfléchir sur les modes d'assignation des textes ou sur la double nature du livre et s'approcher d'une troisième question que l'historien n'énonce pas sans appréhension, celle des rapports entre l'histoire de l'écrit et la littérature. Pourtant, il n'est pas d'histoire de longue durée des cultures écrites qui puisse esquiver les fortes dépendances qui lient les textes sans qualité, pragmatiques et pratiques, et ceux habités par l'étrange pouvoir de faire rêver, de donner à penser ou de susciter le désir. Les historiens devraient-ils battre en retraite et demeurer sur la rive qui est leur est la plus familière? Ils l'ont cru longtemps, échaudés par les sévères rappels à l'ordre adressés à quelques imprudents. Cependant, dans cet enseignement, c'est une semblable imprudence qui m'animera, et ce pour deux raisons au moins. La première renvoie à l'impossibilité d'appliquer rétrospectivement les catégories associées depuis le XVIIIe siècle au moins avec un terme, littérature, dont le sens était tout autre auparavant. Saisir les productions écrites dans leurs définitions anciennes et non à partir des distinctions contemporaines,
établir des parentés morphologiques inattendues, par exemple comme l'a fait Petrucci entre les minutes notariales et les manuscrits d'auteur du Trecento, rapporter les discours du savoir ou de la fiction aux techniques de lecture et d'écriture qui rendaient possibles les uns et les autres, autant d'exigences qui mettent en garde contre le péché le plus capital pour un historien, l'oubli de la différence des temps. Il est une seconde raison à ma témérité. La faute en revient à Borges, qui écrit dans un prologue à Macbeth « Art happens, l'art fait irruption », a déclaré Whistler. Mais l'idée que nous n'en finirons jamais de déchiffrer le mystère esthétique ne s'oppose pas à l'examen des faits qui l'ont rendu possible. Los hechos que le hicieron posible. Si Borges a raison, chacun peut et doit prendre sa part dans l'examen de ces faits qui donnent à certains textes, et pas à tous, la force perpétuée de l'enchantement. Les fictions borgésiennes ont accompagné dans chacune de ces étapes la définition de ce programme d'enseignement. Une tout particulièrement, el espejo y la máscara, le miroir et le masque. Comme dans une modélisation implacable, mais habitée par la grâce, Borges y fait varier, pour un même texte, tous les éléments qui régissent son écriture et sa réception. 3 fois, le poète Olan revient devant son roi vainqueur pour lui adresser une note de louange. Et 3 fois, change la nature de l'auditoire, le peuple, les doctes, le seul souverain, le mode de publication du poème, lu à haute voix, récité, psalmodié, l'esthétique de sa composition, imitation, invention, inspiration, et le rapport noué entre les mots et les choses, entre les vers du poète et les hauts faits du roi, successivement inscrits dans le régime de la représentation, de l'ekphrasis et du sacré. Avec le 3e poème, qui consiste en un seul vers, murmuré, mystérieux, le poète et son roi ont connu la beauté. Ils doivent expier cette faveur interdite aux hommes. Le poète avait reçu un miroir pour sa première ode, qui reflétait toute la littérature d'Irlande, puis un masque pour la seconde, qui avait la force de l'illusion théâtrale, avec la dague, qui est le 3e présent du roi, et ce dernier, il se donne la mort. Le souverain, lui, se condamne à errer sur les terres qui furent jadis celles de son royaume. Inversant les rôles, Borges est l'aveugle qui nous indique, dans la fulgurance poétique de la fable, que toujours les magies de la fiction dépendent des normes et des pratiques de l'écrit qui les habitent, s'en emparent et les transmettent. C'est sans doute ce souci qui explique la place de plus en plus importante occupée dans mon travail par la littérature de langue castillane, celle de la première modernité et parfois celle de notre temps. Les hasards des voyages et des enseignements, la force des rencontres et des amitiés y ont leur part, qui est grande. Mais il y a plus. Comme l'indiquait déjà Auerbach avec son acuité habituelle, les œuvres du siècle d'or sont marquées par, je le cite, un constant effort de poétisation et de sublimation du réel, plus fort encore que chez les élisabéthains ses contemporains. Cette esthétique qui, selon Auerbach, inclut la représentation de la vie quotidienne, mais n'en fait pas un but et la dépasse, a un effet particulier, sensible dans de très nombreuses œuvres, transformées en matière même de la fiction les objets et les pratiques de l'écrit. Les réalités de l'écriture ou de la publication, les modalités de la lecture ou de l'écoute sont ainsi transfigurées à des fins dramatiques, narratives ou poétiques. Un exemple. Entrer dans la Sierra Morena avec Don Quichotte conduit à rencontrer un objet oublié par l'histoire de la culture écrite, le Librillo de Memoria, que le français du XVIIe siècle traduisait par tablette. Sur les Librillos de Memoria, il était possible d'écrire sans encre ni plume, mais avec un stylet, et leurs pages, recouvertes d'un mince enduit vernissé, pouvaient être facilement effacées et réutilisées. Telle est la véritable nature de l'objet abandonné par Cardenio, le jeune noble andalou qui lui aussi a fait retraite dans les solitudes montagneuses. Sur les pages du Librillo trouvé sur le chemin, Don Quichotte, en manque de papier, écrit une lettre à Dulcinée et une autre en forme de lettre de change pour Sancho. Mais, dira-t-on, est-il si important d'identifier la véritable matérialité de ce modeste objet et d'indiquer qu'il n'est pas un carnet de notes ou un simple carnet de voyage, comme le proposent les traductions récentes? N'est-ce pas là une curiosité d'antiquaire insignifiante pour qui veut s'approcher du mystère esthétique? Peut-être pas. En autorisant l'écriture et son effacement, la trace et sa disparition, le Librillo de Cardenio est comme une métaphore matérielle des multiples variations sur la mémoire et l'oubli qui obsèdent les chapitres de la Sierra Morena. Sancho, qui dit oublier jusqu'à son nom,
et qui ne sait ni lire ni écrire, est pourtant un être de mémoire, Sancho el Memorioso, qui ne parle que par sentences et proverbes. Don Quichotte, lui, a la mémoire des chevaliers de littérature qu'il imite en tout, et à chaque moment, il puise dans cette mémoire livresque le sens des mésaventures qui l'accablent. Entre la mémoire sans livre et les livres qui sont une mémoire, le Libro de Memoria de Cardenio est un objet contradictoire, ou comme l'énonce la définition du dictionnaire de la langue castillane, publié par la Real Academia au commencement du XVIIIe siècle, je cite, « On note tout ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire et que l'on efface ensuite, afin que les feuillets puissent servir de nouveau. Sur les pages des tablettes, et contrairement à l'adage, verba manent et scripta volant. De même manière que l'oubli est la condition de la mémoire, l'effacement est celle de l'écrit. Les tablettes de Cardenio désignent ainsi la fragilité déplorable ou nécessaire de toute écriture. Dans le Don Quichotte, toujours, l'écrit est en attente d'éternité, mais jamais il n'est protégé contre la perte et l'oubli. Les poèmes écrits sur le sable ou sur l'écorce des arbres disparaissent. Les pages des livres de mémoire s'effacent. Les manuscrits s'interrompent. Ainsi celui qui comptait les sorties du chevalier errant, qui serait demeuré en suspens sans le récit de l'historien arabe et son traducteur morisque. Faire ainsi retour au texte de Cervantes et suggérer que, parfois, l'histoire la plus matérielle de l'écrit permet d'entrer dans les œuvres les plus canoniques, les plus commentées, pour y repérer des raisons inaperçues de leur magie. C'est aussi indiquer qu'au fil de mes cours, et sans aucunement prétendre à la dignité d'hispaniste, illustrée ici par de grands exemples, j'espère faire entendre les voix des écrivains qui ont écrit dans cette langue dont le grammairien Antonio de Nebrija disait en 1492 qu'elle était parfaite parce que sans écart entre ce qui s'écrit et ce qui se prononce. Comme d'autres, mieux que d'autres, les auteurs espagnols du siècle d'or ont eu conscience des processus qui sont l'objet même de toute histoire de la culture écrite. 3 sont essentiels. Le premier est donné par la pluralité des interventions qu'implique la publication des textes. Les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs. Les livres, manuscrits ou imprimés, sont toujours le résultat de multiples opérations qui supposent des décisions, des techniques, des compétences fort diverses. Par exemple, dans le cas des livres imprimés à l'âge de l'ancien régime typographique, entre XVe et XVIIIe siècle, la mise au propre du manuscrit de l'auteur par un scribe professionnel, l'examen de cette copie par les censeurs, les choix du libraire-éditeur quant au papier, au format, au tirage, l'organisation du travail de composition et d'impression dans l'atelier, la préparation de la copie, puis la composition du texte par les ouvriers typographes, la lecture des épreuves par le correcteur et finalement l'impression des exemplaires qui, à l'âge de la presse à bras, n'empêche pas de nouvelles corrections en cours de tirage. Ce qui est en jeu ici n'est donc pas seulement la production du livre, mais celle du texte lui-même dans ses formes matérielles et graphiques. C'est cette réalité que perçut Don Quichotte lorsqu'il visita une imprimerie à Barcelone et, je cite, « vit comment ici on imprimait, là on corrigeait, là-bas on composait, ailleurs on révisait, avec tous les procédés, la machina dans le texte original, qu'offrent les grandes imprimeries. » Au XVIIe siècle, les traités et les mémoires consacrés à l'art typographique insistent sur ce partage des tâches dans lesquelles les auteurs n'ont pas le premier rôle. En 1675, Melchor de Cabrera, l'avocat déjà rencontré, souligne que le compositeur, le typographe, doit savoir, je cite, « placer les points d'interrogation et d'exclamation et les parenthèses, parce que souvent l'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires et importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé, parce que si l'un ou l'autre fait défaut, le sens est changé, inversé, transformé. » Quelques années plus tard, Alonso Victor de Paredes, imprimeur à Madrid, pour lui, le correcteur doit, je cite, « comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate, mais aussi pour voir s'il n'a pas commis quelque négligence afin de l'en avertir. » Les formes et les dispositions du texte imprimé ne dépendent donc pas de l'auteur, qui délègue à celui qui prépare la copie ou à ceux qui composent les pages les décisions quant à la ponctuation, l'accentuation et l'orthographe. Ainsi préparée, la copie, nommée originale en castillan, comme si le manuscrit orthographe ne l'était pas, se trouve ensuite transformée ou déformée par le travail de l'atelier. Les erreurs habituelles des compositeurs y introduisaient de multiples distorsions, lettres ou syllabes inversées, mots oubliés, lignes sautées.
Mais plus encore, une même copie lue par différents correcteurs ou compositeurs pouvait donner lieu sur les pages imprimées à de fortes variations dans l'usage des pronoms, la concordance des temps, les accords grammaticaux. Décidément, les auteurs n'écrivaient pas leurs livres, même si certains d'entre eux intervenaient dans les rééditions de leurs œuvres et que d'autres, ou les mêmes, étaient pleinement conscients des effets produits par les formes matérielles ou graphiques de leurs textes. La situation est-elle différente depuis que les livres sont le plus souvent imprimés à partir du texte rédigé et corrigé par leur auteur sur l'écran de l'ordinateur? Peut-être, sans que pour autant doivent disparaître les décisions, les interventions, les médiations qui distinguent la publication de la simple communication électronique, l'édition électronique du desktop publishing. Dès lors, qui est le maître du sens? Est-ce le lecteur, ce quelqu'un qui tient rassemblé dans un même champ toutes les traces dont est constitué l'écrit, comme le voulait Roland Barthes? De fait, la mobilité de la signification est la seconde instabilité qui a inquiété ou inspiré les auteurs qui nous font compagnie. Dans le prologue de la tragicomédie de Calixte et Mélibée, mieux connu sous le titre de Célestine, Fernando de Rojas assigne les diverses interprétations de l'œuvre à la diversité des âges et des humeurs de ses auditeurs. Les uns en font un conte pour le voyage, les autres, dit-il, piquent bons mots et proverbes connus, et mettant attention à les bien louer, négligent ce qui leur conviendrait et leur serait plus utile. Mais ceux pour qui tout est plaisir véritable rejettent l'anecdote bonne à conter, en retiennent la somme pour leur profit, rient aux propos plaisants et gardent en mémoire les sentences et maximes des philosophes pour les appliquer au bon moment à leurs actes et desseins. Aussi, que 10 personnes, continue Rojas, viennent à se réunir pour entendre cette comédie, entre lesquelles il y a tant d'humeurs différentes, comme il arrive toujours, n'ira-t-on qu'il n'y ait motif de discussion sur des matières qui peuvent se comprendre de si nombreuses façons. Près de 5 siècles plus tard, Borges attribue pareillement aux mutations des façons de lire les variations du sens des œuvres. Je le cite. « La littérature est chose inépuisable, pour la raison suffisante et simple qu'un seul livre l'est. Le livre n'est pas une entité close, c'est une relation, c'est un centre d'innombrables relations. Une littérature diffère d'une autre, postérieure ou antérieure à elle, moins par le texte que par la façon dont elle est lue. Avec de telles autorités, il n'est guère besoin de justifier plus avant les raisons qui ont fondé le projet largement partagé d'une histoire de la lecture, ni la validité heuristique de la notion d'appropriation qui renvoie tant aux catégories intellectuelles et esthétiques des différents publics qu'aux gestes, aux habitudes, aux conventions qui règlent leurs relations à l'écrit. La troisième tension qui traverse l'histoire de la culture écrite fait s'affronter les autorités qui entendaient établir leur contrôle ou leur monopole sur l'écrit, et tous ceux, et plus encore toutes celles, pour qui le savoir lire et écrire fut la promesse d'une meilleure maîtrise de leur destin. Chaque jour, pour le pire, et peut-être pour notre honte, la cruauté de nos sociétés envers les exclus de l'écrit et envers ceux que la misère du monde et la brutalité des lois ont laissés sans papier rappellent les enjeux éthiques et politiques noués autour de l'accès à l'écriture. Ce qui est dire aussi, en suivant l'exemple savant et civique donné par Armando Petrucci et Don Mackenzie, qu'étudier en historien les affrontements entre les pouvoirs établis par les puissants sur l'écriture et le pouvoir que confère aux plus faibles son acquisition, est opposé à la violence exercée par l'écrit, sa capacité à fonder, comme l'énonçait Vico en 1725, je le cite, « la faculté des peuples de contrôler l'interprétation donnée par les chefs à la loi ». Imprimé ou manuscrit, l'écrit a été durablement investi d'une puissance désirée, redoutée. Le fondement d'une telle ambivalence se lit dans le texte biblique, avec la double mention du livre mangé, tel qu'il apparaît dans Ézéchiel 3.3, « Et le Seigneur me dit, Fils de l'homme, votre ventre se nourrira de ce livre que je vous donne, et vos entrailles en seront remplies. Je mangeai ce livre, il devint doux à ma bouche comme le miel. » Et en écho, dans l'Apocalypse de Jean 10.10, « Je pris le livre de la main de l'ange et le dévorai, et il était dans ma bouche doux comme du miel. Mais après que je l'avais avalé, il me causa de l'amertume dans le ventre. » C'est la traduction de Port-Royal. Le livre donné par Dieu est amer, comme l'est la connaissance du péché, et doux, comme l'est la promesse de la rédemption. La Bible, qui contient ce livre de la révélation, est elle-même un livre puissant qui protège et conjure,
détourne les malheurs, éloigne les maléfices. Dans toute la chrétienté, elle fut l'objet d'usages propitiatoires et protecteurs qui ne supposaient pas nécessairement la lecture de son texte, mais exigeaient sa présence matérielle au plus près des corps. Dans toute la chrétienté également, le livre de magie s'est trouvé investi par cette charge de sacralité qui donne savoir et pouvoir à celui qui le lit, mais qui du même coup l'a servi. Une telle capture fut énoncée dans deux langages, celui de la possession diabolique, celui de la folie provoquée par l'excès de lecture. Le danger du livre de magie est prompt à s'étendre à tout livre et à toute lecture, quelle qu'elle soit, dans la mesure où lire absorbe le lecteur, l'éloigne des autres, l'enferme dans un monde de chimères. La seule défense, pour qui veut rester maître du pouvoir des livres, sans succomber à leur puissance, est de les faire siens, en les copiant. L'écrit est l'instrument de pouvoir redoutable et redouté. Caliban le sait, qui pense que la puissance de Prospero sera détruite si ses livres sont saisis et brûlés. Burn but his books. Mais les livres de Prospero ne sont en fait qu'un seul livre, celui qui lui permet de soumettre à ses volontés la nature et les êtres. Ce pouvoir démiurgique est une terrible menace pour qui l'exerce, et copier ne suffit pas toujours à conjurer le péril. Le livre doit donc disparaître, noyé au fond des eaux. Et plus profond que jamais n'est descendue la sonde, je noierai mon livre. I shall drown my book. 3 siècles plus tard, c'est dans d'autres profondeurs, celles des magasins de la bibliothèque, que dut être enseveli un livre qui, pour être de sable, n'en était pas moins inquiétant. Le crédit accordé à l'écrit, pour le meilleur ou le pire, comme ses conquêtes dans tous les domaines de l'expérience sociale, ne peuvent être séparés de leur envers, à savoir une durable nostalgie pour une oralité perdue. En repérer les expressions est une autre des tâches proposées à une histoire de longue durée de la culture écrite. Les thèmes en sont nombreux, ainsi parmi bien d'autres. L'irréductibilité entre la vivacité de l'échange oral et l'inertie de sa transcription écrite, ce qui faisait dire à Molière, à propos des éditions de ses pièces, « Je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. » Ou bien la relation étroite entre parole et ponctuation. Après la fixation par les imprimeurs de l'inégale durée des pauses, indiquées par le point à queue ou virgule, le comma ou le point rond, selon le lexique d'Étienne Dollet en 1540, ce désir d'oralité a fait rechercher la manière de marquer dans l'écrit les différences d'intensité qui commandent au lecteur, qui lit pour les autres ou pour lui-même, d'élever la voix, de détacher les mots. L'usage détourné des points d'exclamation ou d'interrogation, comme l'emploi des lettres capitales au début des mots en cours de phrase, sont des dispositifs qui permettaient de bien accommoder la voix, comme écrit Ronsard. Comprendre comment les pages muettes ont pu capturer et retenir quelque chose de la parole vive est une question que cet enseignement voudrait poser en confrontant les projets de réforme de l'orthographe, si nombreux dans l'Europe du XVIe siècle, les pratiques des typographes et des correcteurs, et dans certains cas, rares au demeurant, les jeux avec la ponctuation voulus par les auteurs eux-mêmes. L'autorité affirmée ou contestée de l'écrit, la mobilité de la signification, la production collective du texte, telles sont les trames sur lesquelles j'aimerais inscrire les motifs plus particuliers qui feront l'objet de mes cours. Ils mettront en œuvre plusieurs principes d'analyse. Le premier situe la construction des sens des textes entre contraintes transgressées et liberté bridée. Toujours, les formes matérielles de l'écrit ou les compétences culturelles des lecteurs bornent les limites de la compréhension. Mais toujours également, l'appropriation est créatrice, production d'une différence, proposition d'un sens possiblement inattendu. Éloigné de toutes les perspectives longtemps dominantes qui rapportent la signification des textes au seul déploiement automatique et impersonnel du langage, une telle approche vise à reconnaître l'articulation entre une différence et des dépendances. La différence est celle par laquelle toutes les sociétés, en des modalités variables, ont délimité un domaine particulier de production textuelle, d'expérience collective, de jouissance esthétique. Les dépendances sont celles qui inscrivent les créations littéraires ou intellectuelles dans les discours ou les pratiques du monde social qui les rendent possibles et intelligibles. Une seconde exigence de méthode nécessaire pour un travail qui est fondamentalement, mais pas exclusivement, étude de texte, conduit à faire retour au concept de représentation dans la double dimension que lui a reconnue Louis Marin. Dimension, je le cite,
dimension transitive ou transparence de l'énoncé, toute représentation représente quelque chose. Dimension réflexive ou opacité énonciative, toute représentation se présente représentant quelque chose. Au fil des années et des travaux, la notion de représentation en est presque venue à désigner en elle-même la démarche d'histoire culturelle qui porte ce programme d'enseignement. Le constat est pertinent, mais il doit éviter les malentendus. Telle que je la comprends, la notion n'éloigne ni du réel ni du social. Elle aide les historiens à se défaire de leur bien maigre idée du réel, comme écrivait Foucault, en portant l'accent sur la force des représentations, qu'elles soient intériorisées ou objectivées. Elles ne sont pas de simples images véridiques ou trompeuses d'une réalité qui leur serait extérieure. Elles possèdent une énergie propre qui convainc que le monde ou le passé est bien ce qu'elles disent qu'il est. Produites dans leurs différences par les écarts qui fracturent les sociétés, les représentations, à leur tour, produisent ou reproduisent ces écarts. Mener l'histoire de la culture écrite en lui donnant pour pierre angulaire l'histoire des représentations et donc lier la puissance des écrits qui les donnent à lire ou à entendre ou à voir avec les catégories mentales socialement différenciées qu'elles imposent et qui sont les matrices des classements et des jugements. Un troisième principe d'analyse consiste à placer les œuvres singulières ou les corpus de textes qui sont l'objet du travail au croisement de deux axes. D'une part, un axe synchronique qui permet de situer chaque production écrite dans son temps ou son champ et la met en relation avec d'autres qui lui sont contemporaines et appartiennent à différents registres d'expérience. D'autre part, un axe diachronique qui l'inscrit dans le passé du genre ou de la discipline. Dans les sciences les plus exactes, cette présence du passé dans le présent renvoie généralement à des durées brèves, parfois très brèves. Il n'en va pas de même de la littérature ou des humanités, pour lesquelles les passés les plus anciens sont toujours d'une certaine façon des présents encore vivants, dont les créations nouvelles s'inspirent ou se détachent. Quel romancier contemporain pourrait ignorer Don Quichotte? Et quel historien pourrait commencer un cours dans cette maison sans citer au moins une fois la grande ombre de Michelet? Ni Fèvre ni Braudel n'y ont manqué, ni Daniel Roche, et à mon tour, je viens de le faire. Pierre Bourdieu voyait dans cette contemporanéité de passés successifs l'une des caractéristiques propres des espaces de la production et de la consommation culturelle. Je cite Bourdieu. « Toute l'histoire du champ est immanente au fonctionnement du champ, et pour être à la hauteur de ses exigences objectives, en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, il faut posséder une maîtrise pratique ou théorique de cette histoire. » Cette possession, fin de citation, cette possession ou son absence distingue les doctes des naïfs, et elle porte les diverses relations que chaque œuvre nouvelle entretient avec le passé, l'imitation académique, la restauration kitsch, le retour aux anciens, l'ironie satirique, la rupture esthétique. En dessinant comme cible de ces parodies les livres de chevalerie, mais aussi les romans pastoraux, lorsque Don Quichotte se transforme en Pastor Quixotis, ou les autobiographies picaresques, avec les allusions aux récits de vie rédigés par le galérien Ginés de Pasamonte, Cervantes installe dans le présent de son écriture trois genres aux temporalités fort diverses et contre lesquels il invente une manière inédite d'écrire la fiction en la concevant, comme a écrit Francisco Rico, non pas dans le style artificiel de la littérature, mais dans la prose domestique de la vie. Il montre ainsi, lui, l'ingenio lego, le génie ignorant, que les savants ne sont pas les seuls à faire bon usage de l'histoire des genres et des formes. Une crainte contradictoire a habité l'Europe moderne, et elle nous tourmente encore. D'un côté, l'effroi devant la prolifération incontrôlée des écrits, l'amas des livres inutiles, le désordre du discours. D'un autre, la peur de la perte, du manque, de l'oubli. C'est à cette seconde inquiétude que je voudrais consacrer le premier cours que je donnerai ici. Porté par un projet quelque peu borgésien, il s'attachera à une œuvre disparue dont ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée. Elle fut 2 fois représentée à la cour d'Angleterre au début de l'année 1613. Les ordres de paiement établis pour la compagnie qui la joua, les Kingsmen, indiquent son titre, Cardenio, et rien de plus. 40 ans plus tard, en 1653, Humphrey Moseley, un libraire londonien qui voulait donner à lire les œuvres dramatiques interdites de représentation durant les temps révolutionnaires de la fermeture des théâtres, fit enregistrer son writing copy, son droit, sur cette même pièce.
il indiqua au secrétaire de la communauté des libraires et imprimeurs le nom de ces deux auteurs, The History of Cardenio by Master Fletcher and Master Shakespeare. La pièce ne fut jamais imprimée et comme un fantôme, dès le XVIIIe siècle, elle commença à hanter les passions et les imaginations shakespeariennes. Deux ordres de paiement, une entrée dans un registre de libraire, une pièce disparue, voilà, dira-t-on, un bien mince commencement. Et pourtant, il peut permettre de formuler quelques-unes des interrogations les plus fondamentales d'une histoire de l'écrit. Tout d'abord, en plaçant l'attention sur la mobilité des œuvres, d'une langue à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est en effet 1 an avant les représentations de Cardenio que fut imprimée la traduction anglaise du Don Quichotte, due au catholique Thomas Shelton et publiée par Edward Blount, qui fut aussi l'éditeur de la traduction des essais par Florio. Par ailleurs, Fletcher et Shakespeare ne furent ni les premiers ni les derniers à transformer l'histoire de Cervantes en une pièce de théâtre. En Espagne, Guillén de Castro les avait précédés avec sa comédia Don Quijote de la Mancha. À Paris, les suivirent Pichou, auteur des Folies de Cardenio, et Guérin de Bouscal, qui fit représenter 3 pièces inspirées par Don Quichotte. Second enjeu, la tension entre la perpétuation des modes traditionnels de la composition littéraire, qui font large place à la collaboration, par exemple dans ce cas entre Fletcher et Shakespeare, à l'adaptation, à la révision, et l'émergence, autour de quelques auteurs, ainsi Cervantes et Shakespeare unis par Cardenio, de la figure de l'écrivain singulier en son génie et unique en sa création. Mais la quête du Cardenio perdu entre la Sierra Morena et les théâtres londoniens, est aussi une histoire des appropriations textuelles, des manières dont ont été lus et mobilisés dans différents contextes culturels et sociaux les mêmes textes qui, du coup, n'étaient plus les mêmes. Il en va ainsi de Don Quichotte, dont les protagonistes sortent des pages du livre et apparaissent dans les fêtes aristocratiques ou carnavalesques dès les commencements du XVIIe siècle, tant dans la métropole que dans les colonies. Et de Shakespeare, traité si différemment dans l'Angleterre de la Restauration et du XVIIIe siècle par les respectueux auditeurs et les irrespectueux dramaturges, qui d'ailleurs pouvaient être les mêmes. Le coup de Cardenio est un grand classique du monde littéraire. The bread and butter for literary low life, déclare l'un des personnages du roman contemporain de Jasper Fforde, Lost in a Good Book. J'espère que l'on me pardonnera de lui donner pour nouvelle scène cette institution habituée à de plus sévères et de plus nobles études. Écoutez les morts avec les yeux. Plusieurs ombres ont passé dans mes mots, rappelant par cette présence la tristesse que nous donne leur absence. Sans elles, ni d'autres qui n'ont rien écrit, je ne serais pas à cette place ce soir. Mais au moment de conclure, je me souviens des mises en garde de Pierre Bourdieu contre l'illusion qui fait énoncer au singulier les trajectoires partagées. Le « je » que j'ai quelquefois imprudemment utilisé aujourd'hui et contre mon habitude doit s'entendre comme un « nous », le « nous » de tous ceux et celles, collègues et étudiants, avec qui, au fil des années, j'ai partagé enseignement et recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'Université de Pennsylvanie ou dans de nombreuses institutions de notre République des lettres. C'est avec eux et avec vous, qui me faites l'honneur de m'accueillir ici, que je voudrais poursuivre maintenant un travail qui entend étayer sur une histoire de longue durée de la culture écrite la lucidité critique qu'exigent nos incertitudes et nos inquiétudes. Merci.